Bonjour Monsieur Tournant. Bonjour Monsieur Lénergie. On commence avec du football. Le football, ouais. C'est qui? Alors c'est déjà quoi? C'est la Ligue des Champions. C'était la 4e journée de phase de groupe. Et c'est qui? Ce sont les Lyonnais qui évitent l'élimination de justesse, et pour l'instant en tout cas, et les Monégasques qui eux ont passé une très bonne soirée. On va commencer par les Lyonnais, William, avec ces Lyonnais qui étaient regardés sur la pelouse de la Juventus Turin, et Lyon qui encaisse un but dès la 13e minute. Penalty de Higuaín. Lopez, gardien lyonnais, est pris à contre-pied. L'OL va trouver la faille à 5 minutes de la fin du temps réglementaire grâce à Corentin Tolisso. Il est le premier joueur à battre Buffon, le gardien des champions d'Italie, en Ligue des Champions cette saison. À part tout score final, Lyon est 3e de son groupe derrière la Juve et Séville, leader prochaine, l'adversaire des Lyonnais. Les Monégasques, eux, sont en tête de leur groupe et ils s'ouvrent la voie vers les 8e de finale. Chez eux, ils ont fait souffrir les Russes du CSKA Moscou, 3-0. Vous venez de le voir, le but de Valère Germain. Tout s'est passé en fait en première mi-temps. Et ensuite, il y a un garçon qui a doublé la mise et qui s'est offert un doublé, c'est Falcao. Voilà, à la demi-heure de jeu. Et juste avant la pause, Monaco compte 2 victoires et 2 nuls dans cette compétition. Et encore un petit mot de football avec 2 buts français, signés pour commencer par Benzema pour le Real Madrid, donc avec Monsieur Zizou, et Thibaut Moulin, lui, qui est du côté des Polonais du Legia Varsovie. Les deux clubs terminent dos à dos, 3 partout. Les Espagnols sont tenants du titre et ils sont 2e de leur groupe. Exactement. Il joue au Legia de Varsovie. Exactement. Thibaut Moulin. Thibaut Moulin. Voilà. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Oui, il y a eu 6 buts en tout et je vous en ai mis 2. Donc ce garçon, parce qu'on ne le connaît pas. Voilà un futur recrue dans une équipe de France. Moi, je dis ça, je dis rien. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du tennis. Ça se passe à Bercy. Il y avait 3 Français sur les cours hier. Et surtout, le top 4, William, du circuit mondial. Et les Français, ça s'est pas trop mal passé. Avec le patron du circuit côté français, ou plutôt le deuxième du côté français, c'est Joe Wilfried Tsonga, qui s'est débarrassé de son adversaire espagnol. Voilà, plutôt simplement, il est resté 1h15 sur le court. Pas trop de soucis pour lui. Ça s'est aussi bien passé pour Gilles Simon. Alors lui, il va être opposé à Kenny Nishikori au prochain tour. Gilles Simon et Lucas Pouille. Lucas Pouille qui est à l'écran, qui était également opposé à un Espagnol. Alors lui, ça a été un petit peu plus compliqué. Il s'en sort quand même pas trop mal. Mais au prochain tour, William, là, ça va se corser. Ça va se corser parce qu'il va rencontrer un très gros morceau. Et ce très gros morceau, c'est Andy Murray, le numéro 2 mondial. Voilà. Et qui a été finaliste ici l'an dernier. Le Britannique a eu du mal, lui, à se débarrasser de l'Espagnol Verdasco. 6-3, 6-7, qui n'est pas n'importe 7-5. Non, tout à fait. Mais qui est maintenant 46e mondial. Et Murray, lui, n'a plus perdu depuis mi-septembre. Et c'était hier sa 16e victoire. Le patron du circuit, vous le connaissez, William, c'est Novak Djokovic. Alors en ce moment, on dit qu'il n'est pas trop en forme, on dit qu'il a une petite baisse de régime depuis le début de la saison. Là, ça se passe bien pour son premier match parisien. Il bat le luxembourgeois Müller, 6-3, 6-4. Et Djokovic donc, connaît cette petite baisse de régime. Et il est ici, il va défendre sa première place quand même. C'est Andy Murray qui pourrait lui chipper. Pour ça, Djokovic doit arriver en finale. Le japonais Kenny Nishikori, prochain adversaire de Joe Wilfried Tsonga, lui 4e mondial. Il s'est défait du Serbe Troïki 6-2, 7-5. Et le premier éliminé de marque, c'est le Suisse Wawrinka. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? 3e mondial, battu par un Allemand, Jan Leonhard Struff, qui pointe au 91e rang. Donc, c'était pas trop son jour, Wawrinka, le vainqueur de l'US Open en septembre. Il s'incline 3-6, 7-6, 7-6. Il sort ce jeune Allemand, là. Il tape fort. Il tape pas mal. Et on termine avec du basket et des Berrurières, les filles de Bourges, qui jouent en Euroleague. Ça n'a pas été simple pour ces jeunes filles. Regardez, elles sont en gris à l'écran. Elles ont dû faire preuve de talent et de sang-froid pour résister aux Polonaises de Polkowice, mené de 14 points dans le 3e quart-temps. Bourges réussit à égaliser à 40 secondes de la fin pour s'imposer 65-60. 2e victoire des Berrurières dans cette compétition. Et pour finir, du funboard, William, à Fuerteventura aux Canaries. Alors je vous montre ces images-là parce qu'il y avait une dernière épreuve de funboard qui se passait à la Torche en Bretagne, mais il n'y avait pas assez de vent. Donc on a gardé le même classement qu'à Fuerteventura. Et il y a un Français qui est vice-champion du monde, c'est lui. Il s'appelle Pierre Mortefond, il a 27 ans. Sa spécialité, c'est le slalom. En 2014, il avait été 3e mondial. En 2015, il avait déjà été vice-champion du monde. Et il y a 2 autres Français au pied du podium. Julien Cantel, qui est 4e, et Antoine Albo, qui est 5e. Je rappelle qu'Antoine Albo, lui, a quand même été 23 fois champion du monde. C'est lui à l'image. Et on avait testé avec lui le funboard, William. Mais comment il fait avec sa ceinture? Elle tourne au même moment que lui? Il va Parce qu'il est attaché sur la baume. Oui, il peut se détacher.
Mais quand il tourne, il se détache, vous avez non un petit crochet. Alors, je ne suis pas assez fort pour, Moi, je crois vous, qu'elle doit pour faire vous donner le tour. la bonne réponse. Non. Bon, d'accord. On va Ça vous a vérifier. pas frappé, vous? Si. Oui. Mais comme j'avais essayé, moi, il m'a rien attaché du tout parce que sinon je tombais à l'eau. Vous, c'est pas pareil. Ah, c'était nul. Oui, vous en lâchez déjà ça, c'était dangereux. déjà pas mal. Bon, merci beaucoup. Cast 11 on a Saturday in 1999. Right across from where I'm standing on that dance floor. Isabelle Martinez s'est renseignée. D'abord, il y a la loi, et ça, c'est nouveau. Oui, une nouvelle loi, une loi numérique qui a été promulguée le 7 octobre dernier qui protège mieux le consommateur. Ah. Pourquoi ? Parce que nous avons quand même en 2015 la bagatelle de 835 millions de transactions e-commerce qui ont été effectuées en France. Et sur ces transactions, il y a énormément d'achats Internet qui concernent le monde du loisir et des vacances. Et effectivement, c'est un domaine où on a envie d'être un peu rassuré, où on va consulter les avis des internautes avant de choisir par exemple un hôtel. Ouais. Oui, mais, ces avis sont pipeaux ou pas. Et le problème, c'est comment savoir s'ils sont pipeaux. Première chose, se méfier des avis qui sont extrêmes. C'est-à-dire, si l'avis est dithyrambique, il peut, par exemple, avoir été téléguidé par le responsable de l'hôtel. Si, en revanche, il est extrêmement négatif, il peut émaner du concurrent de cet hôtel. Donc déjà, il faut éviter ça. Deuxièmement, Il faut éviter. Comment vous faites le tri? Alors, comment tout vous le faites problème. le tri? Alors, le problème, c'est déjà, si vous voyez un avis extrême, vous l'évitez. Deuxième point, cette loi qui vient d'être promulguée, pourquoi elle protège mieux le consommateur? Parce qu'elle incite, je dis bien elle incite, ce n'est pas une obligation, mais une recommandation. Elle incite le site marchand à vérifier les avis des internautes avant de les publier et à informer le consommateur sur les moyens de vérification qui ont été utilisés. Ça veut dire que nous avons derrière des cabinets d'experts spécialisés qui vont vérifier que la personne qui émet un avis est déjà une personne réelle, qu'elle a bien, entre guillemets, consommé, elle a bien acheté une prestation, elle a bien séjourné dans l'hôtel D'accord. où vous comptez vous rendre, et que les propos sont modérés. Après, comment on fait, nous, simples consommateurs, on vérifie qu'il y a bien une petite norme NF ou qu'il y a bien le logo de cet expert. Nous avons rencontré un expert, entre guillemets, Il faut le payer, l'expert. canon. Ah oui, mais c'est pas vous qui le payez, c'est le site marchand. Ah. Et ça rassure le consommateur. D'accord, Ça ne veut pas dire que les avis non vérifiés sont tous mauvais, mais c'est déjà une garantie pour le consommateur. Nous avons rencontré un expert régulièrement consulté par la Commission européenne et les associations de consommateurs, donc sérieux. Voilà comment il travaille, voilà les nouvelles garanties pour nous consommateurs. Les domaines les plus concernés sont les domaines des voyages et des loisirs, l'hôtellerie en particulier, ainsi que la restauration. On a observé que des domaines comme par exemple les campings et les gîtes sont moins concernés par cette problématique des faux avis. Un autre domaine concerné par les faux avis est le domaine des produits électroniques. Donc par exemple dans l'achat de téléphones portables, certains revendeurs vont avoir tendance à survendre leurs produits en écrivant de manière répétée, très bonne livraison, très bon produit. Et ce ne sera pas forcément un avis réel, ce sera un avis inventé par le vendeur. Les astuces que nous recommandons pour repérer au premier coup d'œil les vrais avis des faux avis est tout d'abord de regarder le nombre d'avis, il faut qu'il y ait un nombre suffisamment important, de regarder qu'il y ait un bon mélange entre des avis positifs et des avis négatifs. La troisième astuce que nous recommandons est de vérifier la périodicité et la régularité des avis. Par exemple, si sur une quinzaine de jours, il y a beaucoup d'avis qui sont laissés soudainement, on peut imaginer que ces avis ont été laissés justement pour remplir cet hôtel ou le restaurant à ce moment-là. Et enfin, il faut vérifier que l'avis n'a pas été laissé par un robot ou par un spam et que c'est bien une personne réelle qui a laissé cet avis. Aujourd'hui, la seule garantie qu'a le consommateur pour savoir si un avis a été laissé par une personne réelle est de regarder si le site est accompagné d'un logo ou un label de confiance, type Trusted Shops, Fianet ou l'AFNOR. Cela signifie que les avis ont été contrôlés par la plateforme, à savoir vérification de l'email et vérification de l'achat. Le projet de loi numérique prévoit d'imposer aux sites qui veulent publier des avis d'expliquer les méthodes de vérification qu'ils vont utiliser pour authentifier les avis qu'ils vont publier. Indiquer ces méthodes de vérification ne sera pas obligatoire, mais ce sera tout de même un bon critère d'orientation pour le consommateur. Et Bon. la loi a donc été promulguée. Oui, Youpi. c'est pas peut-être fiable à 100%, mais c'est déjà pas mal par rapport à ce qu'on a vécu. Exactement. Quoi. Ouais. C'est un premier pas quand même pour rassurer le consommateur. D'accord.
Merci Isabelle. Et à tout à l'heure. La météo dans quelques instants avec Nathalie Rioué. Oui, il fait un peu frais ce matin. Là, direction Moscou, vous avez vu au Sable d'Olonne, c'est plutôt pas mal, mais là-bas, qu'est-ce que c'est que l'Europe continentale qui commence son automne? Vous allez voir Dominique Derda, mais c'est pas pour parler du foie qu'il est là-bas, c'est pour parler d'animaux qui semblaient très menacés, espèces en voie de disparition et qui depuis quelques années se multiplient. Alors ça pose peut-être d'autres problèmes, vous allez voir, il s'agit des tigres, tigres de Sibérie, on les appelle aussi les tigres du fleuve Amour, et ces tigres, Dominique, on en voit de plus en plus finalement. Bonjour. Oui, bonjour William. Ces dernières semaines, effectivement, dans l'extrême-orient russe, on a aperçu à de nombreuses reprises des tigres de Sibérie à proximité de zones habitées. Le dernier, c'était il y a quelques jours à peine, à une quarantaine de kilomètres au nord de la ville de Vladivostok, auprès d'une petite ville qui s'appelle Artyom. Et vous imaginez la frayeur que ça a pu causer dans la population, parce que ce ne sont pas de petits chatons, mais des animaux adultes qui pèsent entre 150 et 200 kilos. Eh bien, on ne sait pas vraiment pour quelles raisons ces tigres se rapprochent des zones habitées. Les spécialistes s'interrogent. D'habitude, ces tigres sont plutôt craintifs. Ils restent dans la forêt à bonne distance des hommes. Alors, est-ce parce qu'ils ont été dérangés ou bien parce qu'ils avaient faim? On l'ignore. Ce qui est sûr, en tout cas, vous l'avez dit, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux, alors qu'il y a quelques années, quelques dizaines d'années, ils étaient pratiquement en voie d'extinction, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Patrice Hacheret, Ala Chevelkina et Volodya Sidorov. Ils n'emmènent pas large les occupants de cette voiture. Car ce n'est pas dans une réserve que ces images ont été tournées, mais bien sur une route, dans l'extrême-orient russe. À plusieurs reprises ces dernières semaines, des tigres ont été aperçus dans la région de Vladivostok. Celui-ci vient d'être endormi à l'aide d'un fusil hypodermique. À l'orée d'un village, il venait de tuer une vache. Les habitants étaient terrorisés. C'est un mâle âgé de 4 ou 5 ans. Il pèse pas moins de 170 kilos. Des spécialistes l'examinent et font des prélèvements. Il va rester quelques jours en observation dans ce centre de réhabilitation avant d'être relâché dans la nature. On profite de les avoir chez nous, ces tigres, pour prendre des échantillons de sang, de fourrure par exemple, afin de constituer un fond génétique qui nous permettra de mieux connaître ces animaux. Une dernière anesthésie. Les examens ont démontré que le tigre était en bonne santé, alors il va bientôt être libéré. Le temps de lui fixer autour du cou un collier émetteur. Grâce à lui, on pourra suivre ses déplacements et sonner l'alarme s'il se rapproche à nouveau d'une zone habitée. Dans la nature, il ne manque de rien. Il y a des sangliers, des cerfs, des chevreuils. Il y a tant de gibier que les tigres se multiplient. C'est pour ça qu'on en voit de plus en plus souvent. Un voyage de 200 km, loin de toute zone habitée. Le tigre s'est réveillé. La trappe à peine ouverte, en quelques bonds, il disparaît. On estime qu'il y aurait aujourd'hui entre 3 et 400 tigres à l'état sauvage dans ces forêts de Sibérie. Dominique, il paraît que Vladimir Poutine s'occupe de ça aussi. Et il s'est, paraît-il, personnellement investi dans la protection de ces tigres. Il devrait être plutôt content, non? Oui, absolument. Vous vous souvenez sans doute, William, de cette photo de Vladimir Poutine à côté d'un tigre anesthésié. C'était en 2008. Le président russe veut montrer qu'il est proche de la nature, qu'il se soucie de la protection des animaux. Et c'est vrai qu'il s'est beaucoup investi dans la protection du tigre. La chasse, vous en doutez, est interdite. La lutte contre le braconnage s'est intensifiée. Et puis les centres de protection, de conservation des tigres bénéficient de financements beaucoup plus importants. Et ça donne des résultats, comme on l'a dit. Le nombre de tigres est en augmentation, mais ils ne sont pas pour autant tirés d'affaire. Vous savez, les scientifiques estiment qu'il faudrait qu'ils soient 10 fois plus nombreux, c'est-à-dire entre 4000 et 7000, pour que la survie de l'espèce soit assurée. Et vous le voyez, William, on en est encore loin aujourd'hui. Bon, dites-moi, en vous regardant comme ça, j'ai l'impression que c'est pas aujourd'hui que vous allez prendre un bain dans la Moscova, hein?
Non, elle est un peu fraîche, je vous l'assure. Et puis, malgré tout, vous ne le voyez pas sur ces images, mais ça s'est un peu réchauffé. Il fait à peu près moins 2 degrés ce matin. Il faisait moins 6 hier matin. Vous voyez que finalement, ce n'est que le début de l'hiver. On a encore de longs mois de froid et de neige devant nous ici en Russie. Oui, ce n'est que l'automne. Ben, écoutez, bonne chance. Voilà, et puis, ce n'est que l'automne, l'hiver, c'est le 1er décembre. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonjour Monsieur Romden, on va parler de gens qu'on connaît. Bonjour Monsieur Lémergie, on va parler de gens qu'on connaît, effectivement, et bonjour à tous. Coucou les revoilous, ce qui fait la une ce matin, c'est forcément la perspective du débat de la primaire de la droite et du centre. Vous noterez l'entrée dans la bagarre de la presse de gauche. Elle avait un peu boudé le premier débat. Là, elle décide de s'en mêler en des termes peu charitables. Les tontons ringards, titre Libération. Cependant que l'humanité parle de l'odieuse surenchère, c'est une citation bien sûr, de leur programme. Ils rivalisent d'ingéniosité réactionnaire selon le journal communiste. Alors évidemment, il ne fait pas de doute, en tout cas pour personne, que ça se jouera entre Juppé et Sarko, lequel n'a pas encore perdu, estime le Parisien, où vous lirez que Juppé a longtemps vécu dans l'ombre de Chirac et qu'il n'a jamais tué aucun père en politique. Ce serait sa faiblesse. En creux, le journal fait un peu l'éloge du crime. Alors, Sarko n'a peut-être pas perdu, mais il est loin d'avoir gagné. C'est ce qu'on retient de la lecture de l'opinion. Les transferts de voix des électeurs de Le Maire et de Fillon joueraient largement en faveur de Juppé. Et à propos de transfert, notez celui de Valérie Pécresse. Alors, on sait où elle va, chez Juppé, mais on ne sait pas d'où elle vient. Si on regarde le dessin de Plantu, elle quitte Sarko, lequel crie à la trahison. « Oui, mais tu m'as tout appris », lui répond-elle. Mais quelques pages plus loin, toujours dans Le Monde, on tombe sur le titre qui est au-dessus, que vous voyez, et qui suggère qu'en fait, Valérie Pécresse lâche Fillon. Alors Le Monde, justement, papier intéressant et de fond sur Facebook, le réseau social le plus fréquenté du monde, puisqu'il compte 1,130 milliard d'utilisateurs, dont 24 millions de Français. Le problème, c'est que près de la moitié de ces utilisateurs déclarent utiliser Facebook pour s'informer. Le papier commence par nous narrer les mésaventures d'une Anglaise qui s'est réveillée avec la gueule de bois le lendemain du référendum sur le Brexit. Les Anglais disaient ciao à l'Europe et la malheureuse n'avait rien vu venir. Il n'en faut donc pas plus pour accuser Facebook de mensonge. Facebook ment-il, demande Le Monde. Alors au début, l'article m'a un petit peu agacé parce que je le trouvais systématiquement à charge. Alors Facebook est présenté comme une usine à publicité ciblée, comme si la pub c'était mal. Or, il faut quand même savoir ce qu'on veut. Facebook, c'est gratuit, c'est un peu comme la télé, donc pas de pub. Pas de contenu, déjà, pour commencer. Ensuite, Le Monde nous explique que le réseau exerce une forme de sélection des contenus par le biais d'un algorithme, ce qui est vrai. Un chercheur dit que les gens que l'on suit génèrent des filtres et donc que l'on ne trouve pas, on ne s'ouvre pas à tous les possibles et qu'on a seulement accès à des informations filtrées par un réseau coopté, qu'on fonctionne donc en circuit fermé. Alors Facebook, en fait, c'est comme les jeux vidéo, comme la consommation d'alcool ou même le rapport à la télé. Tout dépend de ce qu'on en fait. Si on se gave, si on va toujours vers les mêmes choses, si on ne fait pas preuve d'éclectisme dans le choix de ses amis ou de ses publications, eh bien on s'enferme. Mais on ne s'enferme pas plus qu'un lecteur de Valeurs Actuelles qui ne passerait son temps qu'avec d'autres lecteurs du Valeurs Actuelles ou qu'un lecteur de l'Humanité qui n'échangerait qu'avec des communistes. D'ailleurs, au fil des pages, en fait, le papier du Monde s'équilibre un peu. Au début, il charge et à la fin, il tempère. Et je vous mets sous les yeux donc en parallèle le titre et la chute du papier. Le titre, Facebook, faux amis de la démocratie. Et la chute, tout cela ne veut pas dire que les réseaux sont en soi mauvais pour le débat démocratique. Il faudrait savoir, moralité, vous lisez ce papier puis vous le faites circuler sur Facebook. Voilà. Merci beaucoup. Si je vous dis ça sert à... Jean-Michel Jarre, dont vous entendez la musique ici, se sert de gants pour faire de la musique, peut-être pas, ou alors il va peut-être mettre cela. De quoi s'agit-il de ces gants qui sont quoi? Un peu magiques, non? Oui, alors là, vous allez le voir dans le reportage, ça fait très magique. On a tous vu les DJ les plus connus comme Guetta. En fait, ils sont derrière des consoles, ils sont derrière des ordinateurs, ils sont derrière des boîtes à effets, ils sont derrière des logiciels, et ils mixent de cette façon-là, avec les mains, bien entendu, touchant les boutons, etc. Bon. Imaginez maintenant qu'il ait des gants connectés et que plutôt que de toucher les consoles, les boîtes à effets, il puisse le faire avec la main de cette manière-là. Ça veut dire qu'il pourrait embarquer les foules puisqu'ils auraient une gestuelle et en même temps, ils feraient leur mixage avec les doigts, grâce aux gants.
Le gant, il a tout simplement un capteur qui est là, que vous voyez, et au bout des doigts, il y a également d'autres petits capteurs qui vont communiquer avec les consoles, les boîtes à effets, et c'est donc les doigts qui vont mixer la musique. Oui, mais alors là, c'est comme un pianiste. Alors il faut savoir jouer. Alors exact, surtout qu'il y a 1500 combinaisons. Et ce geste que vous voyez là, par exemple, va vous permettre de changer de combinaison. Et après, vous allez pouvoir accéder à 10 nouvelles combinaisons à chaque fois. Donc vous voyez, hop, très vite, alors bon, il y a une dextérité. Alors, ce sera pour des professionnels, très certainement. Et puis ensuite, il y a vous et moi. Tous ceux qui veulent faire de la musique ou mixer le dimanche ou le samedi. Et puis tous ceux qui vont faire de l'éveil musical. Une expérience assez marrante. Regardez ce que ça donne. Le concept de Spectre, c'est un gant connecté qui vous permet de manipuler la musique. Ce gant a été développé à l'origine pour les professionnels de la musique, les DJ et musiciens électroniques, qui utilisent du matériel en fait fixe. Ils sont enfermés derrière leur stand en fait et on ne comprend pas vraiment ce qui se passe quand ils jouent. Spectre va permettre aux DJ de pouvoir interagir avec le public en réalisant des gestes qui vont contrôler directement la musique. Il va pouvoir se déplacer, créer un jeu de scène et changer complètement la façon de mixer en soirée. Techniquement, ce gant est équipé de capteurs qui permettent de mesurer la position des doigts et également d'un boîtier qui permet de repérer les gestes de la main et de les différencier pour contrôler des paramètres différents. Ce gant se connecte en Bluetooth sur vos appareils, que ce soit smartphone, tablette, ordinateur, et il va en fait être reconnu par toutes les applications et logiciels de musique. Vous pouvez également jouer de la musique de manière très simple, contrôler des instruments. On a un produit pour les enfants, l'éveil musical, qui leur permet de contrôler la musique en touchant leurs doigts et en bougeant leurs mains et en manipulant le son comme ça de manière un peu magique. On peut contrôler énormément de paramètres grâce à Spectre, plus de 1500, mais on peut démarrer avec 3 ou 4. On peut jouer à un gant, mais à 2 gants, voire même à 6 gants à plusieurs. C'est très étonnant, mais est-ce qu'on peut, au-delà de ça, s'en servir pour autre chose que la musique, peut-être, non ? Évidemment, c'est ce qu'ils attendent, eux, partout. Il y aura de l'intelligence artificielle pour commander un drone, par exemple. La santé, voilà, il y a sans doute beaucoup de gestes qui vont pouvoir être faits de cette manière-là. Juste un petit prix, quand même, c'est 120 € si vous participez à la campagne de financement participatif sur un site voulu en ce sens. Je crois que ça se termine demain ou après-demain, donc dépêchez-vous. Si vous ne participez pas, il faudra attendre la sortie en mars, et là, ce sera 200 €. Voilà, ce sera un peu plus cher. Merci beaucoup, Yann Martinet. Mais d'abord, c'est l'heure des 4 vérités. Et ce matin, Caroline reçoit Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale. Caroline ? Dit d'elle dans son livre qu'elle n'est pas une intellectuelle, mais qu'elle est forte en langue de bois. La ministre a pardonné, elle reste à sa tâche, comme dit le président de la République. Elle vient nous parler ce matin du harcèlement à l'école. Bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Qui peut encore sauver François Hollande ? Bon, d'abord, je vous invite à lire le livre. Je l'ai lu. Question. Je l'ai lu. Parce qu'il est beaucoup plus intéressant et instructif lorsqu'on le lit que quand on le commente sans l'avoir lu. Pour revenir à François Hollande, vous savez, il est dans une situation assez particulière. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore candidat, il ne s'est pas encore déclaré candidat. Le temps de la campagne n'est pas venu. Et donc, il concentre les critiques sans toujours être en situation de répondre. Et pendant ce temps-là, vous avez des candidats déclarés, eux, qui font campagne en promettant des temps meilleurs sans rien assumer de leur bilan. Et je parle de ceux qui sont à droite comme de ceux qui sont à gauche. Donc c'est une situation qui changera le jour où le statut de François Hollande changera et qu'il sera candidat et qu'il pourra confronter.
et que les Français pourront voir la différence et comparer Donc, en fait, les projets de gauche et les projets de droite. Je ne trouve pas la réponse à la question sur qui peut sauver François Hollande. Ça veut dire François Hollande lui-même, le jour où il entrera en campagne? Absolument, voilà, c'est la réponse. Moi, j'estime que les choses vont changer le jour où la campagne va commencer parce que ça permettra aux Français d'y voir très clair, tout simplement. C'est intéressant parce que ça veut dire que vous n'avez aucun doute, vous, sur le fait qu'il soit candidat. Ça vous arrive de lire les enquêtes d'opinion, y compris concernant les sympathisants socialistes. On voit qu'il y a un décrochage, en particulier depuis les confidences accordées dans ce livre par François Hollande. Vous avez des doutes parfois sur le fait qu'il soit le meilleur pour porter les couleurs du socialisme? Ou jamais? On peut penser ce qu'on veut du calendrier que le président de la République s'est fixé, de sa volonté de faire connaître sa candidature le plus tardivement possible. On peut en penser ce qu'on veut. Mais à partir du moment où ce calendrier a été décidé, respectons le président de la République et son calendrier. Cela ne signifie pas pour autant que ne s'est pas développé ces derniers temps, en effet, une espèce de politique fiction dans ce vide parce que aujourd'hui nous n'avons pas encore de candidat officiel. Mais c'est une situation, encore une fois, qui est amenée à s'arrêter très vite. Et honnêtement, moi, je souhaite aussi que nous soyons tous cohérents et que nous consacrions beaucoup de temps et d'énergie à défendre le bilan de ce quinquennat pour lequel nous n'avons même pas besoin particulièrement de voir le président se mobiliser. Lorsqu'il se mobilisera comme candidat, ce sera pour porter un projet pour la suite. Mais ça ne nous empêche pas, nous, déjà, de parler du bilan. On va parler du bilan et du harcèlement qui est votre actualité, mais j'ai quand même une dernière question. Manuel Valls a-t-il eu raison de parler de la honte, les mots sont forts, des militants socialistes et de sa colère concernant ce livre-là que visiblement vous avez apprécié? La politique fiction que j'évoquais tout à l'heure, dans ce moment qui est un moment de flottement, conduit certains à pouvoir avoir des états d'âme. Je ne vais pas vous dire le contraire. Simplement, c'est à nous, je pense, par cette cohérence, par cette solidité aussi, de lever ces états d'âme. Et s'agissant de Manuel Valls, moi, je ne veux pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Je ne lui fais pas l'injure d'avoir un agenda caché ou une tentation de déloyauté, parce que ce que j'ai constaté jusqu'à présent venant de lui, ça a toujours été la loyauté, la solidité, la cohérence. Est-ce qu'il y a des forces dans votre camp qui souhaitent empêcher le président de se présenter? Pas que je connaisse, non. Bon, on passe au harcèlement. Stop au harcèlement, c'est la deuxième journée nationale contre le harcèlement, avec cette année la volonté de lutter contre le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Vous visez qui dans cette communication en priorité? Les victimes, les harceleurs, les profs? D'abord, c'est la deuxième journée nationale de lutte contre le harcèlement. Pourquoi c'était important d'avoir des journées nationales? J'en ai décidé l'année dernière. Parce que ce sujet du harcèlement est tellement complexe, il concerne tellement d'enfants autour de nous, qu'on ne peut pas se contenter de dire c'est au sein de la classe que le sujet doit être réglé ou au sein de l'école. Il faut que tous les acteurs, tous les adultes qui entourent l'enfant soient vigilants sur le sujet. Et donc l'année dernière, ça avait bien marché. Et lors de la journée nationale du mois de novembre passé, on avait vu une explosion du nombre de signalements au numéro vert, qui, je le rappelle, est le 30-20 par an. Si vous en avez besoin, c'est le 30-20 qu'il faut appeler. Et donc cette année encore, cette journée nationale, elle vise à libérer la parole et elle tourne autour du cyberharcèlement parce que c'est une forme un peu particulière qu'a prise le harcèlement ces dernières années, qui est d'une particulière violence, puisque en fait l'enfant n'est jamais tranquille. Le cyberharcèlement le poursuit même quand il a refermé la porte de sa chambre. Il ne peut pas se dire « ça y est, j'ai quitté l'école, je suis… Non. Et donc pour cette raison-là, il faut faire prendre conscience déjà aux auteurs de cyberharcèlement, qui parfois sont vos gamins ou les miens, qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, de la gravité des insultes, des injures, des appels au meurtre parfois même sur Internet. Et puis, bien sûr, protéger les victimes. Au lycée du Pays de Condé, à Condé-sur-l'Escaut, c'est dans le Nord, il y a des enseignants qui s'étaient mis en grève pour dénoncer le harcèlement d'un élève par des camarades. Ils craignent aujourd'hui une sanction, une retenue sur leur salaire après le constat d'absence établi à leur encontre. Est-ce qu'il faut protéger les lanceurs d'alerte et qu'est-ce que vous allez faire pour ces enseignants-là ? Alors, au lycée de Condé, les faits de harcèlement étaient assez durs, assez violents. D'ailleurs, les jeunes auteurs ont été mis en examen. Donc, il y a une procédure judiciaire qui a été engagée. Ils ont bien entendu été expulsés, exclus de l'établissement scolaire. Et la situation aujourd'hui est rétablie. Moi, j'insiste sur le fait que le harcèlement, il n'y a pas de fatalité au harcèlement. Il y a la nécessité de le traiter très vite
notamment par le chef d'établissement, l'équipe pédagogique. Et pour ça, le ministère, notamment depuis 2 ans, démultiplie les outils, les protocoles pour savoir comment agir, comment parler aux enfants pour libérer la parole, quelles sanctions prendre, etc. Donc il y a cette nécessité-là dans l'établissement scolaire, mais aussi au niveau de la justice, le harcèlement, ça se traite. C'est-à-dire ça veut dire qu'il faut porter plainte ? Eh ben, il ne faut pas hésiter lorsque les faits sont graves, hein, et c'est parce que vous évoquez Condé que j'y pense, à porter plainte parce que reconnaître le calvaire de la victime, c'est parfois aussi un passage pour que la victime puisse se reconstruire. Qu'est-ce que vous faites pour ces profs-là ? Alors les professeurs, je vous dis, la situation s'est rétablie. Vous évoquez le fait oui, que pendant un temps... en gros, ils ont fait grève parce qu'ils ont été lanceurs d'alerte et qu'ils ont alerté leur hiérarchie sur un cas de harcèlement et on leur dit retenue sur salaire, sanction. Non, alors non, je vous rassure, il n'est aucunement question de faire une retenue sur salaire. D'ailleurs, je suis intervenue dans cette affaire pour... lever ce type de décision. La question s'était posée parce que le mode d'action choisi par les professeurs était le droit de retrait. Et le droit de retrait, normalement, s'utilise en cas de danger imminent. Enfin, c'est un peu particulier, mais en tout état de cause, je suis intervenue dans cette affaire et on ne leur a pas prélevé sur salaire. Une question plus personnelle. Vous avez, vous, été parfois victime de harcèlement sur les réseaux sociaux, avec des propos extrêmement durs à votre rencontre. Est-ce que vous avez eu la tentation, à un moment donné, de dire stop, de porter plainte ? Alors moi, je porte plainte lorsque c'est l'institution scolaire qui est visée, plus que ma personne. Parce que si c'était quand ma personne est visée, honnêtement, j'y passerais à peu près toute la journée. Mais je pense ça que vous fait vous en sourire, faites donc c'est pas l'expérience si grave aussi. au fond, c'est ça ? Non, c'est très grave évidemment, mais c'est pas la même chose quand une femme politique ou peut-être une journaliste, j'imagine, s'en prend plein la poire sur les réseaux sociaux que quand c'est un gamin de 15 ans... Voire plus jeune malheureusement, parce qu'on a vu que les cyberviolences maintenant commencent dès 8-10 ans par le biais des forums de jeux en ligne. Donc c'est très important d'éduquer les enfants à l'usage du numérique pour éviter que ça se reproduise. Et je voudrais dire juste un mot pour finir sur le harcèlement, c'est que parfois on a l'impression que toutes les mesures que je vous annonce... bon, elles sont faites, mais en fait ça ne change pas grand-chose. Si, cette année, pour la première fois, on a une étude internationale qui est faite depuis 20 ans, tous les 4 ans, dans 40 pays. C'est la première fois en France que le harcèlement est à la baisse, notamment au niveau des collégiens, moins 15%. Donc il faut poursuivre. Et vous nous rappelez le numéro vert ? Le 3020. Et pour ce qui est de tout ce qui concerne Internet, c'est le 0800 200 000. C'est dit. Merci beaucoup, Najat Vallaud-Belkacem. C'est à vous, William. Oui, c'est dit et on l'inscrira tout à l'heure sur l'écran. Merci beaucoup, mesdames. Dans un instant... Avec... Fais pas ci, fais pas ça. Ah, dada, pour trop de cadet. Ah, cheval sur mon bide. Tu me fatigues, je n'en peux plus. Dis bonjour, dis bonsoir. Ne cours pas dans le couloir, sinon t'entends tu. Fais pas ci, fais pas ça. il est épuisé, le papa, quand il chante ça. Les parents sont-ils au bord du burn-out, autrement dit en français, syndrome d'épuisement? Vous connaissez ça au travail, mais à la maison, on en parlait moins. C'est vrai. Et pourtant, il y a quelqu'un qui va écrire un bouquin là-dessus qui va peut-être aider certains parents. C'est un livre à destination des parents qui sont quoi? Débordés par les petits. C'est quel âge d'ailleurs, les enfants qui débordent? Ça commence très tôt. Ça peut être à 4 ans et puis ça finit très tard. Ça peut être à 18 jusqu'au bac. Et Didier Pleu est psychologue, mais il est aussi psychothérapeute. Et c'est très intéressant parce qu'en tant que psychothérapeute, il a la conscience du cabinet, comme on dit, c'est-à-dire qu'il reçoit en consultation des parents et il constate qu'il y a vraiment un burn-out des parents débordés par la tyrannie de leur progéniture. Tyrannie, le mot n'est pas trop fort. Le mot n'est pas trop fort, absolument pas. Pourquoi on en est arrivé à la tyrannie de certains enfants? Parce que, en fait, les parents sont devenus peu disponibles. Ils travaillent tôt, ils rentrent tard, ils sont peu disponibles, ils sont fatigués, ils sont stressés et donc ils mettent moins de contraintes à leurs enfants parce que la contrainte, c'est énergivore. Ça demande énormément d'énergie, et puis ils ont à se faire excuser, vous ne trouvez pas? Ils ont à se faire excuser de ne pas avoir été là aussi longtemps. Culpabilité. Alors, voilà, culpabilité. Si en plus je les engueule. De ne pas être assez disponible. Donc on met moins de contraintes aux enfants. Résultat, ils lâchent l'autorité et les enfants prennent le pouvoir. Ils prennent le pouvoir sur le choix des repas, les horaires de coucher, le choix des loisirs. Aussi, on les laisse décider. Ils ont le sentiment de toute puissance sur leurs parents. Alors ce livre pratique nous donne des clés, des conseils concrets sous forme de fiches ludiques et amusantes. Regardez. There's a light, a certain kind of light. Quand on croit qu'un enfant en bas âge, très bas âge, va avoir une sorte
de conscience morale tout seul, je pense pas. Non, non, un enfant, il voit et c'est naturel. J'ai faim, je mange, même si c'est pas l'heure. Je veux un objet, je le veux tout de suite, même si mes parents n'ont pas forcément les moyens. Enfin, c'est tout ça. Donc, l'empathie n'est pas naturelle. Certains enfants, oui, un petit peu plus timorés, vont faire attention à ce que dit l'autre, ou ce que fait l'autre. Mais la plupart du temps, non. Quand il y a un jouet qui plaît, on voit un enfant à la crèche, il prend le jouet qui lui plaît. Ça ne veut pas dire que l'enfant est un monstre d'égoïsme, mais il n'est pas naturellement empathique. Et qu'est-ce qu'on demande à un être dit social plus tard ? C'est quand même de se mettre dans les mocassins des autres, en gros. C'est de se dire, est-ce que je suis capable de ressentir ce que l'autre ressent ? Donc si quelqu'un est habitué tout le temps à être dans son ego, il y a de grandes chances que plus tard, alors ça donne ce qu'on appelle nos adultes rois incivils, qui effectivement maîtrisent rien. Ils ne marchent qu'avec leur principe de plaisir et leur je veux et j'en ai envie. Le goût de l'effort, par exemple, quand un enfant est en train de jouer à mettre un château en cube et que le cube s'effondre, je vois jamais un enfant dire c'est super, je vais continuer. Donc c'est là que l'adulte, au lieu de le laisser aller vers un autre jouet aussitôt, peut lui dire bah écoute, non, c'était pas mal ce que tu as fait, c'est tombé, moi peut-être essayer de qu'il monte un peu plus haut ton château de cube. Ça va lui apprendre la ténacité. C'est des petites choses comme ça, comme on dira, d'insister sur le bonjour, c'est très très bête, mais moi j'insiste toujours là-dessus. C'est la première marche vers la socialisation, c'est-à-dire l'autre existe. Si on en a assez de raconter toujours une petite histoire du soir parce qu'on est très fatigué, faut mieux dire je la raconte pas, l'enfant va pas comprendre parce qu'il avait sa petite histoire la veille. On a le droit de dire écoute, je suis fatigué et c'est comme ça et ah bah oui mais tu m'aimes plus, c'est comme ça. Voilà, parce qu'effectivement il y aura beaucoup de c'est comme ça plus tard. On explique une règle. Un enfant, c'est pas simplement un robot à conditionner. Mais attention, une fois que l'explication est donnée, si de nouveau c'est une contrainte qui est trop dure et l'enfant se met à avoir une petite crise de je ne sais quoi, émotionnelle, non, on lui apprend que non, c'est fini. On n'est plus dans on parle. C'est pas blabla ou la paire de gifs. L'éducation, c'est on a dit, on a expliqué, mais à un moment donné, on donne des petites conséquences ou on évite certaines gratifications si l'enfant comprend pas. Parce qu'il a besoin d'un code familial, comme on a besoin quelquefois nous d'un code de la route. En tant que parent ou éducateur, je vais t'apprendre que tout n'est pas possible, tout simplement. Qu'il y a des difficultés, des petites contraintes, des limites, des choses moins plaisantes. Voilà, c'est ça le mot, moins plaisantes. Alors la permissivité, il y a un risque, oui. Il y a un gros risque et Didier Pleu nous le dit à travers tous ses livres depuis une dizaine d'années. Si on n'enseigne pas les règles de la vie en groupe, alors en groupe c'est en société mais c'est aussi en famille, cela fait plus tard des jeunes adultes et des individus inadaptés à la vie sociale, des handicapés relationnels dans l'entreprise ou même dans la vie de couple, parce que finalement ne pas considérer l'autre et ne servir que son propre besoin, eh bien ça conduit à des actes de mépris, d'incivilité et en société de délinquance. Savoir poser des limites, nous dit Didier Pleu, est donc devenu une vraie nécessité, plus que jamais, parce que notre société est devenue encore plus individualiste. Je suppose qu'il dit que vous parlez d'âge, entre 4 minimum, 18 maximum, il faut le faire le plus tôt possible. Parce que si vous commencez tout d'un coup, comme ça vous prend à 14 ans, trop tard. La règle, ça commence au biberon, la règle, ça commence au Alors premier petit pot. Alors maintenant, tu vas dire oui à papa. Voilà. Boum. Ah bon. Ça commence à l'entendement du petit bébé. Oui, je crois. Ça commence tout petit. Merci beaucoup, Laurence. Allez, un bloc. C'est l'histoire d'un amour qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'heure où l'on s'enlace. Seul bon se dit adieu. Oui. Ça, si vous lui dites non quand il a 14 ans et qu'il rentre à 2h du matin, je me quoi, qu'est-ce qu'il y a Pourquoi maintenant? C'est trop tard. On va s'intéresser à l'actualité du cinéma avec Charlotte Bouteloup et un metteur en scène qui a fait quasiment que des films à succès. Quasiment. Succès. Radou Mihailescu, 58 ans, français d'origine roumaine. La source des femmes, dernièrement, Va, Vie et Devient, César du meilleur scénario en 2005. Le concert avec Mélanie Laurent, il en a fait 9. Il y a une histoire de train formidable. Bon, alors... avec ça va tout un village, une communauté juive qui se déguise. Ça va nous revenir et qui fuit dans un train. Pendant le reportage. Je me demande si c'est pas lui qui a fait ça. Bon, on va vérifier. Cette fois-ci, il adapte un roman américain paru en 2005 et qui était réputé assez inadaptable puisque c'est un roman qui se déroule sur plusieurs décennies, l'histoire, et qui suit le destin de plusieurs personnages. Radou Mihailescu l'a condensé, cette intrigue, en 2h14 de film. Et oui, tout de même, mais on en redemande parce que c'est un film assez enchanteur, qui commence dans la Pologne des années 30. Voilà,
Voilà, Radu. Radu est au milieu. Et nous emmène jusqu'au New York d'aujourd'hui. Alors, durant toute cette période, nous allons suivre le destin de Léo. Léo, c'est un juif polonais qui tombe éperdument amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Alma. Un bel amour, un amour réciproque. Et puis voilà qu'Alma doit fuir la Pologne suite à la montée du nazisme. Hein, on est juste avant la Seconde Guerre. Et ils se promettent, les deux amoureux, on se retrouvera, attends-moi, on se mariera à New York. 20 ans plus tard, ah oui, le Léo débarque à New York. Alma, qui croyait son Léo long, mort. Hein, quand même. Attends, oui, c'est un peu long. Mais quand on s'aime, William, ça peut durer toute une vie. Ah bon, à attendre. Oh là. C'est elle. Gemma Atherton, sublime, ex-James Bond girl. Vous vous souvenez de Gemma Bovary, Tamara Drew. Elle illumine l'écran. Bref, elle a refait sa vie. Ça, c'est la première histoire d'amour qu'on va suivre. On va suivre aussi l'histoire d'une jeune femme dans le New York d'aujourd'hui qui ne croit pas en l'amour, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, mais qui va tomber amoureuse pour la première fois. Elle s'appelle Alma aussi. Vous voyez la blondinette, c'est une Canadienne. Sophie Nellis, vous allez la voir parce que là, elle a un carnet de balles. Elle va tourner pour les plus grands. C'est un peu la sensation du moment. C'est un beau film très classique sur l'amour, l'identité, le travail de mémoire. Ça m'a beaucoup plu. On a rencontré Radu Mihalenu. Vous allez voir, charmant et très rigolo parce que oui, il y a aussi beaucoup d'humour dans ce film. Am I wrong? Falling in love with you. Bonjour Radu, comment ça va? Bonjour, très bien. Once upon a time, there was a boy who loved a girl. They made up thousands of games. He promised her he would never love another girl as long as he lived. Parler d'un film qu'on a tourné il y a plus d'1 an, c'est facile ou pas? C'est plus facile d'en parler aujourd'hui. Vous allez rigoler, mais c'est vrai, parce que je le comprends mieux. Ah, il y a du recul. Il y a du recul et pendant qu'on fait, certaines choses nous échappent. C'est-à-dire, je constate de plus en plus que l'inconscient s'exprime énormément, mais qu'on n'est pas, on réalise pas tout ce qu'on fait. Léo! Thinking about her again? Did you sleep with her? It's been 60 years. Vous dites que la plus grande crise, c'est pas la crise économique, c'est les gens ne savent plus aimer. Les gens ne se font plus confiance, ne savent plus aimer, ont peur de tout, ont peur d'eux-mêmes d'abord, ont peur de souffrir et ont peur de l'autre. Donc on est moins capable, mais je parle pour moi en premier, de générosité, de donner, de s'ouvrir, quitte à se recevoir des coups. Mais il faut toujours prendre le risque, je crois. Love stories never last. Look around you. If you love her, Leo, you must let her go. The Germans are less than 200 miles away. Vos personnages vivent beaucoup de tragédies, se prennent des coups, et à chaque fois, ils se relèvent. C'est du cinéma qui fait beaucoup de bien parce qu'il est porteur d'espoir. Dans mes films, effectivement, ça commence toujours par des moments tragiques où l'être humain et son merveilleux est mis à genoux, et tout le long du film, l'être humain essaie de se remettre debout et de libérer son merveilleux et d'interagir avec les autres. As soon as it gets dark, jump his bones. I'd rather we just stay friends. What? Are you crazy? I don't want him to think I'm easy. Dans vos films, on rit beaucoup. Pour moi, les armes, c'est pas la Kalachnikov. Contre la bêtise, contre la barbarie, contre la tragédie, moi, je n'ai en ma possession que 2 belles armes, c'est l'humour et l'amour. I love you! Alma Merminski really did exist. Love is real. Pour véhiculer le sentiment amoureux, est-ce qu'il y a une langue, selon vous, qui est plus chantante ou qui dit plus? J'ai tourné dans beaucoup de langues, dont certaines que je ne comprends absolument pas, comme l'arabe, l'éthiopien, l'amharique, l'hébreu, le russe, etc. Une que j'ai pas pratiquée, qui est sublime pour les mots d'amour, c'est le portugais. Et le portugais brésilien, encore mieux. Next step, alors. Peut-être, qui sait, on verra. On continuera à voyager. On est très ému dans le film On pleure. Est-ce que c'est le cas aussi sur le plateau pour les techniciens et pour vous derrière la caméra? J'ai eu des moments où j'ai été cueilli, je chialais et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a que moi? Effectivement, j'ai regardé l'équipe à droite, à gauche, ils avaient tous la larme à l'œil. Je me suis dit, OK, la scène, on arrête là, c'est bon, on l'a. Merci beaucoup, Radu, et bravo. Merci à vous. Toujours de l'humour dans ces films. Et dans le film dont je vous parlais, avec le mot train, train de vie. Merci, Train de monsieur vie. Cinéma. Décidément, c'est dur de... 98. William ouais, bravo. Ça sort mercredi prochain. Je vous engage à y aller. C'est un vrai beau, joli film. C'est pas un film que pour les filles. Ah, pas du tout. D'ailleurs, les garçons, ça va, vous allez sortir de là grandis.
Allez, une information de Laura du Web concernant un Le concours. cinéma, un concours de court-métrage Oui. qui a été organisé par YouTube, qui s'appelle Toi-même, tu filmes. Pendant plusieurs mois, les équipes de YouTube ont sillonné la France à la rencontre des jeunes et leur dire vous avez 80 secondes pour filmer la fraternité. Donc aujourd'hui, les meilleurs films sont en ligne et vous pouvez voter, puisqu'il va y avoir le prix du public. Parmi le jury, il y a Jamel Debbouze. Et l'idée, c'est un peu de casser les préjugés. Par exemple, des jeunes de la banlieue de Trappes ont fait tout un film sur leur ville en disant voilà, les médias, vous ne montrez que les scènes de violence, mais il se passe plein d'autres choses. Et c'est facile de donner une mauvaise idée de la réalité. Il y en a qui font ça en chanson. Comme ce groupe avec cette jeune. Vraiment ne pas passer par ces bagarres terribles. Les couleurs de notre arc-en-ciel sont divisées. Elles se disputent en toute franchise. Mais voilà, donc vous avez plein de on films dirait différents. Bibi. Vous vous Oui, souvenez et elle chante bien. Vous vous souvenez de cette chanteuse Bibi Tout doucement. Oui, oui. C'est ça. À peu près la même aussi jolie voix. Exactement. Bon, merci beaucoup. Donc allez voter. Tintin connu dans le monde entier, l'homme on le connaît un peu moins, on ne sait pas qui est forcément Georges Rémy, le voici. Georges Rémy, ce qui est extraordinaire, c'est que tout à coup, vous êtes au Grand Palais. On n'oublie pas quand même qu'au Grand Palais, c'est la consécration des plus grands peintres. Et donc là, tout à coup, vous avez la bande dessinée, à travers Hergé, qui rentre au Grand Palais. Alors on se pose la question, pourquoi? Oui, non, bah, dites donc, c'est le pape, Eh bien, c'est c'est normal. plus que le pape. En fait, ce qu'il y a Il y d'extraordinaire a des dans peintres cette... moins connus que lui qui ont été au Grand Palais. Et ce qui est justement ce que vous allez pouvoir découvrir, on a tous un rapport avec Tintin. On disait Tintin de 7 à 77 ans, mais maintenant on pourrait presque dire de 6 à 86 ans, parce qu'on voit que le spectre a augmenté. Comment est-ce qu'une œuvre qui commence en 1929 à Bruxelles peut aujourd'hui toucher des Parisiens de 2016 ou des New-Yorkais de 2016? C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait on s'aperçoit que cette œuvre, elle a un génie intemporel qui est principalement lié au graphisme. Cette fameuse ligne claire que Hergé a inventée et qu'il a réussi à faire décliner en plusieurs albums. Alors, comment est-ce il en est venu à cette ligne claire? Quelles ont été ses prémices? Qu'est-ce qu'il aimait, lui, comme artiste? Qu'est-ce qu'il mettait comme peintre au mur? Et surtout, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu un déclic dans l'œuvre de Tintin? Eh bien, c'est... Et qu'est-ce qu'il a inspiré? Et qu'est-ce qu'il a inspiré? Il y a des auteurs qui l'ont inspiré. Il y a des auteurs et des rencontres aussi qui l'ont inspiré. Ben, c'est tout le but de cette exposition qui lui est consacrée au Grand Palais. On démarre tout de suite avec Hergé, amateur d'art. Alors, ce que vous allez découvrir, c'est qu'il aimait bien s'entourer de tableaux. Il aimait bien, par exemple, aller à la Galerie Carrefour. Alors attention, pas pour acheter des biscuits, non, pour regarder des tableaux. Il aimait bien Dubuffet, il aimait bien Fontana, il aimait bien Andy Warhol. Et l'artiste préféré d'Andy Warhol, c'était pas Jean-Michel Basquiat, c'était pas Julian Schnabel, non, c'était Hergé lui-même, dont il a réalisé d'ailleurs 2 portraits. Au début des années 30, le vrai truc d'Hergé, c'est pas la bande dessinée, c'est la pub. Alors à l'époque, on dit la réclame. Et Hergé va monter son propre studio. Alors, on voit là déjà l'importance de l'espace qui doit être très très bien disposé, la simplicité du message, la pureté du lettrage et surtout déjà les prémices de la ligne claire, car tout doit être très très lisible. Et donc c'est là qu'il va commencer à élaborer son style. Et alors, ce champion de la réclame, son meilleur logo, le truc qui est resté dans toutes les mémoires, c'est quoi? Facile, c'est Tintin. Et puis, bien sûr, il y a le Lotus Bleu. Alors, dans le Lotus Bleu, il y a un personnage qui s'appelle Chang. C'est un vrai personnage qu'Hergé a rencontré, qui va ouvrir complètement les perspectives d'Hergé. Parce qu'avant, vous avez Tintin chez les Soviets, vous avez Tintin au Congo, Tintin en Amérique, c'est un petit peu caricatural. À partir du Lotus Bleu, l'étranger devient un ami. Et ça change tout. Et même au niveau de la ligne, eh bien, Chang va lui apprendre l'art du pinceau subtil de la calligraphie chinoise. Et donc, la ligne claire va devenir encore plus fluide, encore plus parfaite. On vous remercie énormément, maître honorable Chang, d'avoir réussi à... Je remercie maître Chang, désolé. La caractéristique principale d'Hergé, c'est que c'est un travailleur acharné. Il pousse le détail jusqu'à construire des maquettes de ce qu'il va dessiner, comme par exemple le château de Moulinsart ou la fusée d'Objectif Lune. Et ça, c'est en 1958, soit 11 ans avant qu'on marche réellement sur la Lune. Et ben voilà, c'est le Léonard de Vinci de la bande dessinée. Ah oui. Allô, allô, ici la Terre. Fusée lunaire, répondez.
Allô, allô. Et pour terminer, une petite question. Pourquoi Tintin s'est arrêté à la mort d'Hergé? Il aurait pu y avoir des suites, comme avec Astérix et Obélix. Eh bien parce que Hergé disait lui-même, moi je suis dans tous mes personnages. Moi je suis colérique, comme le capitaine Haddock. Bah Chibouzouc. Mais je peux être aussi gaffeur, comme les Dupont, ou je peux être dans la lune, comme le professeur Tournesol. D'ailleurs, dans cette carte de vœux qu'il envoyait à diverses occasions, il s'est représenté. Alors bon, pour le trouver, Tintin, enfin nous on va vous aider. Hein. Il est là. Et alors, il n'y a pas comme un air de ressemblance, hein? Bah si. Et voilà, vous savez pourquoi, quand Hergé est mort, Tintin aussi. Et puis Rastapopoulos, en plein Rastapopoulos. milieu. Est-ce qu'on parle de ses prises de position politiques à certaines périodes qui lui ont été reprochées? On ne parle pas de ça. Pas du tout. Technique, alors. Ou même les albums où on disait de la première période, Tintin au Congo, tout ça, etc. Oui, oui. C'est une vision très raciste, Ouais. très le Belge qui arrive en territoire conquis. Pas du tout. Là, on est vraiment sur... Qu'est-ce qui fait la magie de ce trait? Et qu'est-ce qui fait que, en fait, une fois que lui est mort, bah, Tintin s'est arrêté. Il y a pas eu, on aurait pu se dire, comme dans les Obélix et Astérix, ça peut être repris, etc. C'est impossible, parce qu'en fait, c'était comme Emma Bovary et Flaubert. Flaubert disait « je suis Emma Bovary ». Et là, il y a une connexion comme ça. Vous avez le catalogue de l'exposition qui a été établi grâce à Jérôme Neutre, qui est le commissaire de cette exposition, qui là, pour le coup, puisqu'on parle de graphisme et puisqu'on parle de dessin, est vraiment quelque chose que vous devez prendre en complément de cette exposition qui, je le rappelle, est au Grand Palais. Voilà. Merci beaucoup. Télématin, c'est ouvert jusqu'à 9h25. Donc on reste ensemble. Là. Bon, il y a une petite pause et après on revient. On va s'intéresser maintenant à l'actualité du design avec Sylvie Adigard et un personnage que l'on pourrait qualifier de dénicheur. Ça vous va? Dénicheur, ça me va très bien. Bon. Alors, ben, ce personnage, il s'appelle Serge Ben Simon. Et Serge Ben Simon, il vient du monde de la mode. Vous savez, les petites tennis qu'on a tous portées, qu'on porte encore l'été en courant sur la plage. Très coloré. Très coloré. Au début blanche, parce que c'était les surplus de l'armée américaine. En fait, il a vraiment eu une idée. C'est quelqu'un qui a des idées. C'est quelqu'un qui déniche effectivement des talents. C'est quelqu'un qui est curieux de tout. C'est quelqu'un qui aime l'art de vivre et qui aime partager avec les gens. Moi, en fait, c'est ça. Enfin, bon, d'abord, je suis fan de Serge. Je l'aime beaucoup parce qu'il a cette générosité d'âme qui fait qu'il peut vraiment voir ce qui va marcher, il peut aider les gens. Mais là, en l'occurrence, c'est un lieu qui lui appartient. C'est une exposition, c'est quoi? Alors, il y a plusieurs choses. Il a créé des concept stores bien avant que les concept stores soient à la mode. Et il y a une dizaine d'années à peu près, il a créé sa galerie. Et dans sa galerie, en fait, il va à travers le monde, il recherche des artistes. Il donne une thématique et il fait des expositions. Donc, il met en avant ces artistes. Les clients, eh bien, sont vous et moi, des collectionneurs aussi, des architectes, des prescripteurs, parce que ces objets-là sont des objets uniques, d'accord ? Sont des objets faits particulièrement pour la galerie ou faits par ailleurs. Voilà, il mélange un peu tout ça. C'est un peu comme si c'était chez lui. D'accord. Et là, le thème, c'est quoi? Le thème, c'est bois d'origine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on copie la nature, c'est-à-dire on s'inspire de la nature. La nature, ça sera toujours une sorte inépuisable comme modèle. Inépuisable, une sorte d'inspiration. Inépuisable. Les architectes, les créateurs ont vraiment copié ça depuis la nuit des temps. Alors regardez, c'est une très belle exposition. L'exposition s'appelle Bois d'origine. Elle tente de remettre la nature au centre des choses et donc, par extension, remettre l'humain au centre des éléments. Avec Serge Ben Simon, qui est quand même un globe-trotteur assez connu en France, on s'est séparé le monde et du coup, on a cherché un petit peu partout les artistes, les créateurs qui pouvaient correspondre à cette thématique. La philosophie de Serge Ben Simon pour sa galerie, c'est à la fois de mettre en avant les jeunes talents, mais aussi de se placer à la charnière en fait, entre ce que l'on a vu et ce que l'on verra. C'est le propre de la galerie en fait, de démontrer que les matériaux peuvent être développés dans différentes perspectives.
Les artistes travaillent sur différents niveaux. Ils travaillent à la fois d'un point de vue chronologique, ils se placent eux-mêmes dans un temps donné, mais ils s'inspirent et ils nous donnent des perspectives. Donc à chaque fois, on peut parler des cycles de la mode, mais il y a aussi des cycles dans le design. On retrouve des matières, on retravaille des matières, on les travaille différemment. On peut parler du propolis utilisé par Marlène Muissou. C'est une matière qui a été utilisée par les pharaons pour l'embaumement des personnalités, et aujourd'hui elle le retravaille, mais avec une nouvelle perspective, puisqu'il s'agit de parler d'écologie, de défense des abeilles, et de montrer que les matières naturelles peuvent être très nobles, mais utilisées de manière très contemporaine également. On aime l'idée que tous les matériaux avec lesquels on travaille soient des matériaux pérennes. On peut parler évidemment du bois, ce qui est le plus classique, qui vit sans doute le mieux parce qu'on sait le traiter, mais il y a beaucoup de nouveaux matériaux comme la 3D. On imprime aujourd'hui en céramique, on imprime en métal, et ça, ce sont des matériaux qui durent, même s'ils utilisent les meilleures technologies d'aujourd'hui, en tout cas les plus avancées, ce sont des matériaux que l'on sait traiter. On aime cette idée que chaque objet design que nous vendons, que nous proposons à nos clients ou collectionneurs, soit fonctionnel. On travaille à tous les niveaux pour pouvoir correspondre en fait aux demandes de nos clients, qui sont essentiellement des professionnels, des architectes, mais aussi des collectionneurs. Donc en fonction des recherches, on adapte nous, nos sélections éditions. Alors évidemment, le monsieur dont on parle depuis le début de cette chronique, on aurait bien entendu, oui, mais il est discret. Il est discret et il est super timide. Alors à chaque fois, comme j'ai l'impression qu'il va passer un super mauvais moment, bah, je ne l'interviewe pas. Mais voilà. François Leblanc, qui travaille avec lui, en parle très très bien. Oui, c'est vrai. Exposition jusqu'au 15 novembre. Merci beaucoup. Voici nos... La saison des prix littéraires n'est pas terminée. Aujourd'hui, il y a un des plus prestigieux. Aujourd'hui, Goncourt, effervescence assurée. Alors, c'est donc aujourd'hui que sera décerné le Goncourt. Et le Parisien en profite pour poser une question à certains lauréats passés. Question donc, pour vous, ce fut quoi le Goncourt? Alors, vous avez différentes réponses, c'est parfois surprenant. Vous avez Alexis Génie, qui a eu le Goncourt en 2011, qui dit « Je passe beaucoup moins de temps à me lamenter sur moi-même en me disant que je suis nul ». Il faut rappeler qu'à l'époque, c'était son premier roman. Hein. Il avait eu le Goncourt avec son premier roman, qui était sorti 2 mois avant en librairie. Il avait essuyé tout un tas de refus, puis aujourd'hui, évidemment, on publie tout ce qu'on veut, tout ce qu'il veut publier. Oui, il en a publié beaucoup depuis 2011. Oui, et il en sort un dont le titre est dans le Parisien ce matin, mais qui m'échappe. Gilles Leroy, Goncourt en 2007. Lui, ce qui a changé sa vie, ce sont les rencontres que le Goncourt lui a permis de faire. Il se souvient notamment d'une rencontre avec la comédienne Dominique Blanc, qui avait lu son livre dans un théâtre à Bruxelles. Il dit « Ça a été un ouragan terrible, le Goncourt. J'avais du mal à comprendre que j'étais le type que je voyais aux infos le soir en regardant la télé. » Didier Van Covlert, lauréat 94, il dit moi j'ai gagné la liberté, je n'ai plus besoin de sortir un livre en septembre tous les ans pour pouvoir manger. Et payer son loyer. Plus de pression financière, il a évidemment réglé ses dettes. Et puis alors, très très surprenant, Lydie Salver, lauréate en 2014, joie, félicité, bonheur. Elle était malade, elle était vraiment pas bien, elle a eu le Goncourt. Hop là. Ouais. Comme Elle quoi, a retrouvé la santé. Alors, le Parisien en profite aussi pour nous donner le portrait robot du parfait lauréat. Parce qu'il n'y a pas que le Goncourt, il y a 6 prix. Vous y avez fait allusion, il y a le Goncourt, le Renaudot, le Médicis, le Goncourt des lycéens, Médicis, c'était hier, l'Interallié et le Fémina. Alors, l'idéal, c'est d'avoir 43 ans. C'est la moyenne d'âge des lauréats. 25% des lauréats sont des franciliens. Bon, l'Île-de-France, c'est quand même 20% de la population française. Donc là, voilà, il y a un petit décalage, mais pas très important. En revanche, la province est mal lotie parce qu'il y a un quart des lauréats qui sont étrangers. Hein, des Belges, des Algériens, on a même eu une Russe, etc. Les femmes, pour le Goncourt, c'est compliqué. 8% de lauréates seulement. En revanche, pour le féminin, c'est mieux, 40%. Et dans l'Académie Goncourt, il y a combien de femmes? Bonne question. Oui. Et oui. Edmond de Charleroux. Et sont-elles suffisamment représentées? Elles sont très nombreuses. Alors, le genre idéal, c'est le roman contemporain, si vous voulez avoir le Goncourt. Tentez le roman contemporain, des histoires situées dans le temps présent. Elle truste en général la moitié des prix. Les ouvrages historiques, c'est un quart des prix. Et la science-fiction, n'y pensez même pas, non, ça ne marche pas. Quasiment aucune chance d'avoir le Goncourt. Où faut-il être édité pour avoir le Goncourt? Alors, on connaît
ce mot inventé, Galli-Grasseuil, Gallimard, Grasset, les éditions du Seuil. Si vous ajoutez à ça les éditions Albin Michel et de Noël, vous avez les 2/3 des lauréats. Et si vous devez choisir un titre susceptible de vous faire avoir le Goncourt, prenez un titre court, 2, 3 mots maximum, avec des concepts simples, des mots comme amour, femme, vie, nuit, français, et non Dieu. pas, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'on doit fermer sa gueule. Voilà. Ça, par... Et éviter les termes comme métampsychose, c'est beaucoup trop long. anticonstitutionnellement. Ouais, non, c'est compliqué. Là, il faut éviter. Donc des termes courts. Alors évidemment, je vous dis ça, et puis il y a le contre-exemple, boum, qui me tombe dessus, à l'ombre des jeunes filles en fer. À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Marcel Proust, lauréat du prix Goncourt en 1919. Pourquoi je vous parle de Proust? Parce qu'il fait la une du Figaro littéraire ce matin. C'est très intéressant. C'est-à-dire que c'était un grand asthmatique. Il a ausculté son mal, évidemment, au fil de son œuvre. Ça, on le savait. Mais ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que François Bernard Michel, un professeur de médecine, spécialiste de l'asthme, explique tout ce que Proust lui a appris dans sa discipline. Il dit que l'écrivain en savait plus sur l'origine de cette maladie que toute la faculté réunie. C'est le seul, dit-il, à avoir introduit dans la littérature du XXe siècle une étude de personnages aussi fructueuse pour l'humanisme médical. Et du coup, ce monsieur en a fait un livre qui s'intitule « Le professeur Marcel Proust ». Et c'est aux éditions Gallimard. Donc c'est un angle intéressant, c'est à lire ce matin dans le Figaro littéraire. Pour terminer, je vous signale une vente aux enchères peu commune, la vente de l'intégralité des pièces du musée de l'érotisme, qui est situé à Pigalle. Alors, ça se passera sous le marteau de Maître Cornette de Saint-Cyr. Ça se passera dimanche, ce sera sur place. Oui, je vois que vous penchez la tête. Ben voilà. Non, mais il lui manque une jambe ou il manque enfin, l'autre est passé de l'autre côté. Ah, c'est ça. Voilà. Quoi qu'on voit la deuxième chaussure. C'est bizarre ce qu'elle fait. Elle se sauve ou elle rentre là on ne sait pas si elle rentre. Si vous voulez le savoir, il faut aller à la vente aux enchères. Oui, c'est curieux. Alors, ça fait partie des 650 lots qui seront mis à disposition. Il y aura 2000 pièces en tout. Ça va de 30 €, donc il y en a pour tout le monde, à plusieurs milliers d'euros, des cartes postales, des sculptures, des objets du monde entier, des gravures, des dessins, etc. Le musée ferme, pourquoi? Parce que 60% de sa clientèle, ce sont des touristes, et le tourisme va très mal en ce moment en France. Donc voilà, le musée ferme. Même à Pigalle. Merci beaucoup. La ministre de l'Éducation était venue. Merci beaucoup. La ministre de l'Éducation était venue tout à l'heure à 8h moins quart pour parler du harcèlement. Et elle nous a donné un numéro de téléphone. Vous l'avez là? Oui, c'est le 3020. Alors, qui est un numéro vert. Il s'agit non harcèlement, c'est la campagne qui est lancée là. Exactement. Et justement, puisqu'on parle de harcèlement et de aussi tout ce qui est numérique, réseaux sociaux, il faut impérativement que vous soyez adulte, adolescent, allez sur le site de la CNIL qui est très bien fait, qui n'est pas un site compliqué. Vous cliquez sur maîtriser vos données et vous allez éviter ainsi de vous faire piquer votre numéro de téléphone portable parce qu'il suffit que vous le renseigniez qu'une seule fois pour qu'après vous puissiez recevoir des appels. Je ne sais pas si ça vous est arrivé personnellement, William, mais moi, ça m'arrive quasi quotidiennement pour me proposer des offres publicitaires. Or, il y a une liste rouge spécifique pour ces données-là et à partir du moment où vous figurez sur cette liste rouge, tous ces démarchages sont absolument interdits. C'est pareil, quelle trace vous laissez lorsque vous passez une commande sur un site d'alimentation, vous renseignez, même vous payez vos impôts en ligne, comment laisser le moins de traces possible sur Internet? Tout est expliqué et honnêtement, c'est très simple d'accès. Si j'y arrive, je vous assure que tout le monde peut y arriver. Pas sûr. Ah si, je vous... Non, je sais reconnaître quand c'est compliqué ou pas. Et ils ont fait un très bon site. Je ne vous regarde pas, je me mire dans vos yeux. Enfin, c'est un miroir. Merci. Merci Laura. Fous-moi la paix, ma vieille caboche. Je suis rincée, tu ne me fous pas la pétoche. Et je ne veux plus t'écouter. On vous a déjà présenté avec Anissa Faoui des émissions dans lesquelles des psys aident des gens à aller mieux. En Allemagne, ça existe. C'est un peu différent quand même. On va dire que les méthodes sont un petit peu différentes. Parce que c'est vrai que si d'habitude nous avons des psys qui vont aider les gens à surmonter leurs craintes, leurs peurs, leurs angoisses, les méthodes sont douces, on discute, on parle, ou il y a peut-être des thérapies un peu physiques, mais tout est toujours en douceur. Eh bien, il faut croire que nous sommes des enfants de cœur, William, parce qu'en Allemagne, le principe vraisemblablement, selon le dernier programme à la mode là-bas, c'est vaincre le mal par le mal. C'est-à-dire ? Eh bien, affrontez votre peur, vivez-la. Sous le regard bienveillant d'un psy, mais qui vous dit « Allez, vas-y, affronte ta peur ». Mais réellement, physiquement, pas de préparation, on y va, franco. Affronte ta peur. J'ai le vertige, je vais sur le balcon. Précisément, et vous ne pouvez d'ailleurs pas prendre le meilleur exemple, puisque c'est ce dont on parle dans les extraits qu'on a choisis. Ah bon ? L'émission s'appelle
Das Wood come for Erwaches. D'accord. J'ai tenté. Vous n'avez pas fait allemand en première langue. Hein. Demandez. Hein. Voilà. Il a vécu là-bas, lui. Alors, tu vois, c'est là, je Das Wood come for... le camp pour le coup du courage. Du courage. Das Mut, Diffusé. comment ça se prononce? Das Mutkamp pour Erva Chenet. Ah, Erva très bien. Chenet. Voilà, nous conservons camp du notre courage, dignité. voilà, allez. Exactement. Diffusé sur la chaîne MDR. Et là, évidemment, il est question de prendre des personnes âgées de 33 à 49 ans. Oui. Pourquoi cette tranche d'âge? Je sais pas. Ne peux pas vous le dire. C'était le choix éditorial. Et ils doivent affronter leurs plus grandes craintes. C'est pas rigolo tous les jours. Ah bon? Un petit extrait de Mais ils présentation. gagnent quelque chose Normalement, ils gagnent d'être soulagés de leur Bon, pire angoisse. ils vont là-bas comme pour une thérapie, alors. Et c'est une thérapie, mais une thérapie costaud. Hein. Ouais. 4 Ängste und eine Angstexpertin im Moodcamp für Erwachsene. MRT ist unser nächster Programmpunkt. Hier brich ich ab, das kriege ich auf keinen Fall hin. Jetzt habe ich natürlich noch die Aufgabe für dich, dass du einmal runterguckst. Da sind mir richtig die Tränen in die Augen geschossen. Hatte ich dann stellenweise dann richtige Panik bekommen, weil ich dann wirklich runter wollte. Wahrnehmen und Realität mit erstmal übergucken. Wir werden nie die besten Freunde werden, die Spinne und ich. Jetzt treffen sie sich gemeinsam im Harz, im Moodcamp für Erwachsene. Ja, wir haben unser Camp hier so entlegen aufgebaut, weil die Teilnehmer sollen sich ja wirklich intensiv hier darauf einlassen können, die Erfahrungen hier machen und sich nicht ablenken mit anderen Sachen. Und wir sind bereit, wir können jetzt loslegen. Patricia ist nicht die Einzige, die von Angst geplagt ist. Jeder 4. Deutsche hat vor irgendwas Angst. Aber diese Ängste kann man loswerden. Das geht nicht so Hokuspokus über Nacht, aber wenn man daran arbeitet, auch einen Fachmann an der Seite hat, wie wir, Chitel Balser, dann kriegt man das durchaus hin. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore Eh ben voilà, c'est-à-dire que vous voyez, ils sont sympathiques. Que ce soit le présentateur de l'émission ou la psy qui est là au milieu de la forêt, qui vous présente l'entraînement, le lieu de l'entraînement, ils sont sympathiques, on a envie de prendre un café avec eux. Mais leurs méthodes sont quand même assez invraisemblables. Derrière cette sympathie bienveillante, en fait, la mission, je vous ai dit, vaincre le mal par le mal, ça donne quoi? On a pris l'exemple du vertige tout à l'heure. Ben voilà, 2 personnes qui ont le vertige. Regardez l'extrait. Jetzt weiß ich, was jetzt losgeht. Es geht jetzt ja darum, dass du nicht mehr in die Vermeidung gehst. Ja. Deswegen stehe ich hier mit dir, dass wir uns dem annähern, dass du raus aus deiner Komfortzone gehst. Jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Du wächst über dich hinaus. Okay. Mike hat auch große Angst vor Höhe. Davor, auch hier abzustürzen. 3, 2, 1. Augen zu ist natürlich auch dann gefährlich, weil dann ist das Kopfkino das Einzige, was jetzt gerade deine Realität ist. Ne? Du gibst dich ja dann total deinem eigenen Bild dahin. Und wenn du die Augen mal aufmachst, musst nicht nach unten gucken, aber sozusagen so horizontal vor dich, dann siehst du wieder, was wirklich ist. Sehr gut. High five. Non, je vous confirme, la personne qui l'accompagne, c'est pas la présentatrice, c'est non, une... c'est le psy, c'est une psychologue qui est là pour les aider à affronter Toujours leur à peur. côté. Voilà, et bon, le programme dure 8 semaines et au fil des épisodes, vous les voyez avancer, faire des progrès. Néanmoins, du début à la fin, c'est quand même, allez, on est bien face à ses pires angoisses. Mais quand il les lance comme un suppositoire que sur une tyrolienne, là... Alors bon, je vous réponds tout de suite, il n'a pas eu le cran d'y aller, voilà. C'est sa mission à la fin. Hein? Qui les accueille? Et là, ça marche. Là, ça va. Alors là, Non, ça marche, oui, bah c'est oui, efficace. alors, il faut attendre le dernier épisode pour voir si effectivement, par exemple, l'homme tétanisé filera vraiment. Ouais, mais ça va pas le faire. là. J'en suis pas convaincue non plus, Ouais. mais Très bien. à voir. Bon, le tout, c'est que ça se termine bien. Ah oui, C'est tout le est but bien du pour. jeu. Bien sûr, D'accord. l'objectif c'est que tout aille pour le mieux. Merci Anissa. Ah, merci. Madame, monsieur.